Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le futur. Vous avez remarqué que la voiture est de moins en moins présente au centre-ville, les circulations est de plus en plus compliquée. La preuve, à Bordeaux Métropole, on imagine de faire une liaison aérienne entre Haut-Lormont et Bacalan avec des télécabines. Vous avez sûrement vu le film Le Cinquième élément de Luc Besson. Alors, ma question avec l'invité que nous avons aujourd'hui, Laurent Mathiolon, bonjour. Est-ce que ce film vous a un peu inspiré? Alors, je pense que ce film inconsciemment, forcément, a dû à un moment donné me donner cette idée, mais mon point de départ, c'est plutôt l'analyse que vous avez faite, à savoir effectivement la conjoncture des moyens de transport qui fait qu'aujourd'hui on a des embouteillages de plus en plus fréquents, et malheureusement ce n'est pas propre qu'à l'agglomération bordelaise. Voilà. Donc mon point de réflexion, c'est de me dire, l'espace au sol étant fortement encombré, le sous-sol, suivant les villes, est plus ou moins utilisé ou plus ou moins utilisable. Et donc j'ai imaginé effectivement d'utiliser le seul espace qui reste disponible, c'est-à-dire l'air, pour apporter de nouveaux moyens de transport urbain. Alors, pour aller plus loin dans ce dossier, je vais vous présenter. Vous avez 55 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, un enfant de 31 ans, un enfant de 13 ans, et vous habitez la région bordelaise. Quel est votre parcours professionnel pour arriver à Air Nova? Mon parcours professionnel, c'est celui d'un homme de la promotion immobilière. J'ai une formation d'ingénieur ETP. J'ai été depuis près de 35 ans dans la promotion immobilière. Et j'ai créé, il y a un peu plus de 11 ans, Acprime à Bordeaux, qui est une société de promotion immobilière qui intervient également en région parisienne, en région nantaise, sur le secteur de Toulouse et sur le secteur de Montpellier. Chez Acprime, en fait, dès le départ, nous avons été très investis dans l'innovation. Chaque année, nous avons mis au point 1 ou 2 concepts pour répondre à une problématique sociétale. Alors jusqu'à présent, nous n'avions travaillé qu'à l'intérieur d'un bâtiment pour des logements apportant différentes qualités de valeur d'usage. Et il y a 4 ans, j'ai eu l'idée de sortir un petit peu du bâtiment, de m'intéresser au déplacement urbain. Et c'est le point de départ de l'aventure Air Nova. D'où vient le nom Air Nova? Parce que Air Nova, on le voit souvent sur Internet. Alors Air Nova, c'est assez simple. Hein. Air, on comprend fort bien. Et puis Nova, c'est la nouveauté. On a essayé de choisir un nom, on va dire, qui soit assez simple, utilisable aussi bien en français que dans d'autres langues, puisqu'on a pour ambition non seulement de devenir l'acteur de référence de Vertiport en France, mais également un acteur très présent dans quelques pays européens, après notre développement et notre implantation à l'échelle nationale. Mais alors, tout d'abord en Gironde, puisque c'est ici que nous sommes installés. J'ai le plaisir aujourd'hui de répondre à vos questions, Jean-Claude. Et mon ambition, c'est de démarrer cette aventure avec les premiers Vertiport Air Nova en région girondine dans très peu de temps. Concrètement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous allez construire des immeubles ou adapter des immeubles? Parce qu'en fin de compte, c'est une structure qui va être en haut de toits d'immeubles. Alors, au départ, il y a 4 ans, effectivement, ma première idée, c'était de construire, de par, on va dire, mon métier de promoteur, des bâtiments avec, en rooftop, au dernier étage de ces mêmes bâtiments, une piste d'atterrissage. Et puis après réflexion, je me suis rendu compte qu'on pourrait construire quelques bâtiments en milieu urbain, mais que c'est un peu long à réaliser et qu'on n'arriverait pas à desservir l'intégralité de la région. Donc on a décidé d'élargir notre palette de types de vertiports avec des vertiports au sol sur des villes périphériques quand on sort de la zone urbaine très, très dense et d'établir dans chaque région, et c'est le cas pour la région girondine, une dizaine de sites de manière à mailler l'ensemble du territoire partout où on a des problématiques de déplacement aussi bien de personnes que de colis, mais également de matériel médical. Alors ici, prenons l'exemple de Bordeaux. Sur Bordeaux, il y aurait combien de zones d'atterrissage pour vos drones? Alors nous, on travaille sur une dizaine de sites, enfin pas loin d'une dizaine de sites aujourd'hui en Gironde. Gironde, pas Bordeaux. Bordeaux aussi, on réfléchit à certains sujets, mais qui sont un peu moins avancés pour l'instant, mais en périphérie de Bordeaux, et aussi bien sur le bassin d'Arcachon, le Médoc, le sud du bassin d'Arcachon jusqu'aux Landes, et puis également la rive droite,
Et donc sur chacun de ces sites, on imagine différents types de vertiports qui peuvent être au sol, qui peuvent être sur une toiture d'un bâtiment de bureau, un hôtel ou un parking silo qu'on viendrait réaliser à cet effet. Alors, quand on lance un projet comme Airnova, j'imagine qu'on essaie d'imaginer un peu tous les problèmes qu'on peut avoir, les inconvénients, les avantages. Alors, il faut éliminer les inconvénients. Pour vous, c'est quoi l'inconvénient majeur qui ferait en sorte que le projet ne pourrait pas aboutir? Alors, pendant ces 4 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans justement sur les questions, pour essayer d'identifier toutes les problématiques à régler. Alors, elles sont plusieurs natures, et elles sont plus ou moins avancées suivant ces sujets. Le premier, d'abord, c'est le matériel. Ce sont les drones. Les drones transporteurs d'objets. Alors, je ne parle pas de petits drones qu'on peut utiliser dans le cadre de ses loisirs personnels. Je parle de drones capables de déplacer 100, 200 ou 300 kilos dans ce qu'on appelle effectivement la logistique urbaine. Des grosses machines, quoi. Des grosses machines, oui, qui peuvent peser 1 à 2 tonnes. Schématiquement, pour vous illustrer, c'est un micro-hélicoptère. Voilà, vous imaginez la forme d'un hélicoptère avec des ailettes à la place des hélices d'un hélicoptère. Donc ça, c'est la première problématique. La chance que nous avons, c'est que ces drones sont extrêmement liés au développement des technologies des batteries. Et la voiture électrique ayant fait beaucoup d'investissements et des évolutions majeures, ces mêmes drones bénéficient du coup de l'avancée technologique effectivement des batteries et on sait qu'on va vers d'autres modèles de batteries encore plus efficaces que celles que nous avons aujourd'hui. Donc ce premier sujet, il est en voie d'être réglé. Les fabricants de drones d'ailleurs prévoyant une certification qui est l'homologation qui leur permet d'exploiter ces drones pour transporter des colis ou des personnes dans le courant de l'année 2023, 2024 ou 2025 pour les plus avancés. Donc on sait qu'on aura un matériel à disposition réglementaire dans peu de temps. Le deuxième frein, c'est le frein réglementaire. Les autorisations pour pouvoir décoller, atterrir, mais également aller d'un point A à un point B. Donc ce sont les voies aériennes, ce qu'on appelle les corridors dans notre jargon. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec la DGAC, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et on a la chance que la France et l'Europe sont plutôt en pointe dans ce domaine, légèrement même de quelques mois d'avance peut-être par rapport à leurs homologues américains. Je ne parle pas des pays asiatiques où là j'ai pas une connaissance aussi précise. Donc on sait que la réglementation est en train de se mettre en place. Et c'est facile à la faire bouger? Alors c'est plutôt, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ce qui va nous être imposé. Donc la Commission européenne a fait paraître il y a quelques mois un avant-projet qui définit déjà 80-90% des réglementations. Et donc tous les travaux que nous menons depuis quelques mois, nous inspirons bien évidemment de ces règles. Et elles devraient prochainement effectivement devenir définitives, de manière à nous délivrer des autorisations d'atterrissage et de décollage, mais également des autorisations pour faire voler les exploitants de drones qui viendront sur le vertiport Airnova pour aller d'un point A à un point B. Il y a la question de la distance. Suivant les types de drones, les premiers drones taxis sont sur une portée de 20 à 30 km, mais beaucoup sont déjà en train de travailler avec soit des systèmes de batterie un peu plus conséquents, voire même des systèmes hybrides hydrogène et électrique. Donc on parle à l'horizon 2025-2026 de drones susceptibles d'aller sur un trajet comme Bordeaux-Toulouse avec 300 km de rayon d'action. En combien de temps? En 1 heure. 1 heure. 1 heure, parce que c'est à peu près à 300 km/h. Donc la partie technique et la partie réglementaire, je n'y suis pour rien, parce qu'il y a 4 ans, je n'avais pas imaginé que tout ceci allait avancer aussi vite. Nous sont effectivement très avancés. Le troisième point, ensuite, ce sont les lieux. Hein, parce que là, on est dans l'idée de faire voler des drones pour desservir effectivement différents sites. Donc les lieux, nous sommes en train d'y travailler depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes même en avance par rapport à notre plan stratégique qu'on a écrit sur 10 ans. Donc une quinzaine de sites actuellement en étude en France, dont à peu près la moitié en Gironde, et certains que j'espère pouvoir officialiser dans quelques mois, en 2023, qui seront des sites Airnova, dont on espère même les premières exploitations courant 2024,
dans une formule un peu simplifiée sans doute, ça ne sera peut-être pas la forme définitive, mais mon objectif c'est d'aller très vite, on va dire, à non plus l'idée, mais concrètement l'utilisation, même s'il y aura peut-être un trafic réduit dans un premier temps, mais avoir un retour d'expérience pour s'améliorer et continuer dans notre développement national. Alors, si j'ai bien compris, vous vous occupez donc de l'infrastructure et la gestion de l'infrastructure. Les drones, ce n'est pas vous. Les drones, vous achetez des hélicoptères ou des avions à des fabricants spécifiques. Non, alors nous, on va être uniquement gestionnaire de l'infrastructure. En fait, il y a 3 grands acteurs. Il y a les fabricants de drones, j'en ai parlé. Il y a l'infrastructure, c'est Air Nova, c'est la piste d'atterrissage, avec également, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, la recharge électrique ou hydrogène. Et puis après, il y aura les compagnies qui vont exploiter, des compagnies aériennes, des compagnies de transport. On peut imaginer que des transporteurs qui actuellement utilisent des camions, des camionnettes, utilisent par la suite des drones et vont s'équiper également si on fait un parallèle, il y a donc, d'un côté, il y aura les Airbus. C'est ça. Il y aura les compagnies aériennes. Exactement. Et il y aura l'aéroport Air Nova. Exactement, une multitude de micro-aéroports. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Parce que vous allez transporter à la fois du personnel, du fret, les deux ensemble, séparés? Alors, ce ne sont pas les mêmes appareils. Alors, il y a de grandes chances que certains sites soient dédiés. Alors, on a défini en fait 4 types d'usages pour Air Nova. Et je vais vous donner ma vision d'aujourd'hui, qui n'était pas exactement celle-ci, ou en tout cas aussi précise il y a à peu près un an. Les premiers, ce sont les transports médicaux, transports de blessés et les transports de matériel médical d'urgence. On peut imaginer du sang, des éléments pour des transplantations et autres. Il y a déjà quelques expérimentations qui ont été faites, mais nous, notre objectif, c'est en équipant des vertiports d'hôpitaux déjà existants, en leur apportant la technologie complémentaire pour les drones, c'est de pouvoir utiliser davantage ces moyens de transport en maillant, on va dire, le territoire des hôpitaux déjà présents sur la région. Alors justement, pour les blessés, aujourd'hui, il y a déjà des hélicoptères, le SAMU, entre autres, qui transportent des décès. Est-ce que ces hélicoptères pourront se poser sur vos plateformes ou pas? Alors tout à fait. Nos plateformes qui sont conçues avec les mêmes normes, qui sont surtout plus contraignantes au niveau des règles incendie et au niveau du poids, seront conçues pour pouvoir recevoir les hélicoptères existants et également les drones, puisqu'on sait que ces drones médicalisés vont remplacer petit à petit les hélicoptères. L'encombrement étant plus réduit, le coût d'exploitation du drone étant très très inférieur à celui de l'hélicoptère, parce qu'il n'y a quasiment pas de coût de maintenance et on utilise l'électricité qui est bien moins chère que le carburant actuellement utilisé par l'hélicoptère. On peut imaginer qu'on pourra transporter plus de blessés, parce qu'on aura un maillage également beaucoup plus important que le maillage pouvant être utilisé aujourd'hui par un hélicoptère. Donc la première brique et la première utilisation, c'est le médical. Le deuxième, c'est le transport de logistique. C'est-à-dire Amazon? J'allais dire Cdiscount, je préférais. En plus, leurs bureaux sont tout près des nôtres, ici même à Bordeaux, au bassin à flot. La Poste et d'autres transporteurs. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des colis qui sont plutôt en périphérie urbaine, et plutôt que de les délivrer avec des camionnettes qui viennent rajouter de la circulation au centre-ville, d'arriver à des points, on va dire, très proches de l'hypercentre, pour déposer ces mêmes colis. On a même dans notre brevet prévu un système totalement automatisé où le drone dépose son colis sur le rooftop, un bras articulé vient récupérer le colis, le fait descendre jusqu'au rez-de-chaussée du bâtiment et va venir le redéposer dans un casier connecté qu'un livreur va pouvoir... Les points relais, quoi. Les points relais, exactement. Avec un dispositif qui fonctionne dans les deux sens. Donc on pourra à la fois recevoir, mais également expédier. Et là, lorsqu'on reçoit, on aura ensuite un prestataire avec un vélo cargo électrique qui va venir faire le dernier kilomètre pour venir desservir le commerce du centre-ville. Alors c'est un énorme avantage pour les commerçants de centre-ville qui vont pouvoir se faire livrer beaucoup plus vite pour un coût plus intéressant. Et donc ça, c'est sans doute le deuxième vecteur d'utilisation. Le troisième, c'est le transport de personnes. Donc là, c'est lié à deux choses, le matériel. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est très avancé. Certification d'ici un an ou deux ou trois des principaux constructeurs français, européens et mondiaux, même si je préfère privilégier dans un premier temps les Français, voilà, par
rapport à d'autres. Il y a beaucoup de constructeurs en France? Il y a beaucoup de constructeurs avec qui nous sommes en relation, des entreprises de plus ou moins grande taille, mais il y a beaucoup de constructeurs. Certains communiquent beaucoup, d'autres un petit peu moins, mais on est en contact privilégié. On a signé des accords de partenariat avec un certain nombre d'entre eux pour les accompagner également dans leur expérimentation et le développement de leur activité. Donc le transport de personnes, on imagine d'ici 2-3 ans effectivement d'avoir des lignes régulières qui permettraient depuis l'aéroport d'aller sur d'autres sites ou de la rive droite de Bordeaux, aller sur le Médoc ou des liaisons effectivement de Bordeaux à Toulouse. Ça peut être un saut de puce entre le centre de Bordeaux à l'aéroport? Bien sûr, bien sûr. Ou de Bordeaux-Centre à Bordeaux-Nord ou... Absolument, absolument. Alors, bon, évidemment, plus on est sur des secteurs où il y a, on va dire par les moyens actuels, une durée importante, plus c'est intéressant. Bien mais je vais vous citer, puisqu'on a regardé avec plusieurs d'entre eux le modèle économique, pour aller de l'aéroport à une ville du bassin d'Arcachon, ou en tout cas une quarantaine de kilomètres. C'est un vol qui va durer 20 à 30 minutes. Et pour un coût qui est assez proche du taxi traditionnel, puisqu'on va de 60 € pour les drones les plus simples jusqu'à 120 € pour des drones un peu plus confortables. Et tout ça avec un gain de temps extraordinaire. Et en plus un point de vue, puisqu'on va voler entre 50 mètres et 120 mètres de hauteur sur les corridors qui ont été validés avec la DGAC. Donc en plus on va avoir une vue extraordinaire sur le grand paysage de la région. Et Dieu sait qu'on a la chance d'avoir une région où dès qu'on est un tout petit peu en hauteur, on a des vues extrêmement dégagées. Là, vous parlez des corridors, donc la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'ils vous disent votre appareil doit aller de ce point à ce point, de ce point à ce point, et les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent? Exactement. En fait, on va avoir des couloirs aériens. On a d'ailleurs des réunions de travail ce mois-ci avec la DGAC. On va avoir des couloirs aériens avec, sur ce couloir, on va dire, comme une route en fait, sauf qu'elle est dans l'espace, qui va définir effectivement pour chacune de ces liaisons l'espace sur lequel on va pouvoir faire déplacer les drones. On aura des pistes d'atterrissage d'urgence, des spots à peu près tous les 10 km en cas de défaillance. Même si le drone qui est multirotor, à la différence d'un hélicoptère, effectivement, si un rotor tombe en panne, le drone peut encore voler. Bon, s'il y en a deux qui tombent en panne, un peu moins. Mais comme la plupart, entre 6 et 8 rotors, effectivement, on a quand même pas mal d'éléments de sécurité. La certification des drones, d'ailleurs, va être, en termes de réglementation de sécurité, plus draconienne que celle des avions. Alors, justement, lorsqu'il y a plusieurs... Les avions, il y a une tour de contrôle, il y a des radars qui les suivent, et il y a un opérateur qui dit « faut monter, il faut descendre, tourner à droite, tourner à gauche ». Pour les drones, ça se passe comment? Eh bien, ça va être la même chose. Il y aura aussi des aiguilleurs du ciel. Absolument, il y aura aussi des aiguilleurs du ciel. Donc on va créer beaucoup d'emplois avec ce nouveau moyen de déplacement. Et donc tout ça va être réglementé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est intéressant que la France et l'Europe soient en avance dans ce domaine, parce que c'est presque le dernier, enfin c'est un des freins, un des éléments majeurs à étudier. Le quatrième créneau d'utilisation d'Air Nova que j'ai décidé d'ajouter depuis les événements qu'on a connus l'été dernier, c'est la sécurité incendie. Alors sur certains sites Air Nova, on va proposer en fait de pouvoir alimenter en eau des drones transporteurs de poches d'eau de 300, 400, 500 litres, avec un peu les mêmes drones que les drones cargo. On est d'ailleurs en relation avec des fabricants de drones en France qui sont sur ce type de développement de drones, et on pourrait imaginer que le SDIS dispose dans chaque région où il y a un risque d'incendie de ces moyens d'utilisation qui peuvent être extrêmement rapides, qui ne sont pas là pour remplacer les canadaires ni les éléments au sol, mais on l'a bien vu cet été que les départs de feu nécessite, si on veut les arrêter, une intervention extrêmement rapide. Et donc nous mettrions à disposition de ces drones spécialisés la possibilité de recharger en électricité, de remettre de l'eau et de pouvoir intervenir très rapidement. Là, vous parlez de drones de suite. Bon, j'imagine que les drones pour les pompiers, ça peut être des drones qui pourraient voler sans pilote. Tout à fait. Mais est-ce qu'avec le passager, il pourrait ne pas y avoir aussi le pilote? Alors, dans un premier temps, les fabricants de drones, eux, prévoient d'avoir un pilote, non pas pour des questions de sécurité, ni de réglementation, mais plutôt en termes d'accessibilité du grand public. Ouais. Voilà, parce que monter dans un appareil, même à 100 mètres de haut, je dois reconnaître... S'il n'y a personne, ça m'embête.
Voilà, voilà. Donc la plupart d'entre eux, enfin je reprends effectivement leur communication, se disent jusqu'à 2028-2030, il y aura un pilote, j'allais dire dans l'avion, dans le drone, et ensuite ils proposeront, enfin les compagnies qui exploiteront ceci comme comme des compagnies de taxi ou de différentes formes, proposeront deux options avec ou sans pilote en accompagnement, parce que le pilote n'est presque là que pour rassurer, on va dire, le passager. Voilà, parce que tout est prévu en automatique. Un peu comme l'origine des hôtesses de l'air, pour rassurer les gens, pour monter les avions. En quelque sorte, exactement. Alors, on a vu les missions que vous allez pouvoir faire, mais par rapport à ces machines, c'est des machines qui sont grosses, pour certaines tout au moins. Tout à fait. Le bruit. Alors, le bruit. Alors, tout d'abord, déjà, le bruit d'un drone actuellement, c'est le bruit d'un aspirateur. Donc, en milieu urbain, c'est quelque chose qu'on n'entendra quasiment pas. Les constructeurs de drones sont en train de travailler sur deux axes de perfectionnement. C'est tout d'abord l'autonomie avec les batteries. Donc, ça, c'est intimement lié à l'évolution des batteries dans les voitures qu'on va retrouver dans les drones. Et puis leur deuxième axe de développement majeur, c'est également le bruit, pour réduire celui-ci, pour le rendre le plus acceptable possible. Mais on va dire, à moins véritablement d'y prêter attention, on ne l'entendra quasiment pas, d'autant que les corridors sur lesquels vont voler les drones, enfin seront autorisés les drones, on ne passera pas au-dessus des habitations. On sera au-dessus des grands espaces publics que sont les fleuves, la mer, les autoroutes, les espaces naturels comme les forêts. Donc je dirais qu'il n'y a quasiment aucune gêne, si ce n'est, on va dire, le moment où on va atterrir. Alors si on est au sol, généralement c'est un espace où il y a peu d'habitation, on va dire, à proximité. Et si on est en milieu urbain, on est sur le rooftop du bâtiment, donc on n'entendra quasiment pas depuis le sol, depuis l'espace public. Et donc si on est dans le milieu urbain, les drones vont suivre les boulevards, les rues, les avenues, tout ça, mais les grandes artères. Donc je ne pense pas qu'on descendra jusqu'à l'échelle de la rue, on sera plutôt autour des grands boulevards. Donc on peut imaginer ici, si on prend l'exemple de la région bordelaise, au-dessus de la rocade, au-dessus des autoroutes. Et donc à chaque fois que nous étudions un site Air Nova, on regarde effectivement plusieurs choses. On regarde, un, que nous ne soyons pas dans le couloir d'atterrissage des avions. Bon, ça c'est assez facile à identifier. Et deux, est-ce qu'on est capable depuis ce site d'aller très vite se connecter au-dessus d'un espace public ouvert pour retrouver effectivement ce couloir aérien qui va nous amener jusqu'au lieu de destination. Alors, si on revient un peu sur les drones, c'est des machines qui ont une valeur relativement importante, j'imagine. Donc il y a un coût. Oui. Lorsqu'elles vont se poser sur vos infrastructures, elles doivent acquitter une redevance. Absolument. J'imagine. Plus éventuellement du ravitaillement en énergie, et hydrogène. La redevance, elle serait à quel montant ? La redevance, ça sera, alors pour l'instant, c'est pas totalement arrêté parce qu'on n'est pas encore en discussion avec les compagnies d'exploitation, mais ça sera un pourcentage du coût du transport, à l'image, on va dire, d'une compagnie aérienne qui va payer une redevance à un aéroport pour atterrir. Et on va aussi mettre à disposition, plutôt en périphérie urbaine, on a appelé ça des verti-hubs. Donc on imagine d'aménager sur des espaces qui sont relativement grands, où on aura plusieurs pistes d'atterrissage, mettre à disposition des exploitants des espaces d'entretien, des hangars, pour que les appareils puissent avoir leur maintenance, on va dire, à proximité. Parce que l'objectif, quand on est à Bordeaux, c'est pas d'être obligé d'envoyer le drone à Toulouse ou à Limoges pour l'entretenir. Donc, autour de chaque métropole, on imagine avoir un ou deux verti-hubs. On est en train de travailler déjà sur des implantations sur la région girondine. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup d'aérodromes dans la région. De mémoire, je crois qu'on en a 45 en Gironde, dont certains ne sont pas tous énormément exploités. Donc, on a déjà des espaces qui bénéficient d'espaces au sol conséquents, d'infrastructures pour pouvoir y accéder, des routes, alimentation électrique, souvent des bâtiments existants qui ne sont pas forcément exploités. Donc, tout ça est assez, non pas facile à faire, mais autant il y a de l'invention dans un certain nombre de domaines, mais il y a déjà beaucoup de briques qui sont existantes qu'on va faire en fait évoluer pour les adapter au drone. Alors vous imaginez-vous commencer votre exploitation en 2024 ? C'est ça. La première ligne, ça sera grosso modo Bordeaux-Toulouse ? Alors, non, la première ligne, elle sera girondine,
Ça sera Bordeaux autour de villes périphériques de la région, on va dire 30, 40, 50 km. On tient compte, on va dire, des capacités d'autonomie, on va dire, des drones actuels. La ligne Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux d'autres métropoles, là il faut attendre que les drones hybrides électriques hydrogène soient en capacité effectivement de voler et bénéficier de leur certification. Là on est plutôt à l'horizon 2026-2028. Là on est dépendant des fabricants en fait. Non pas de la réglementation mais... Alors donc grosso modo ça sera Bordeaux-Arcachon. Voilà, Bordeaux-Arcachon, Bordeaux-le-Médoc. Pour qui? C'est pour du tourisme, pour du travail d'affaires? Alors, pour plusieurs cibles de clientèle. Donc, tout à l'heure, j'ai donné un exemple de prix qui se rapproche un peu de celui du taxi traditionnel. Donc, on vise effectivement à la fois une clientèle d'affaires, parce que c'est sûr que de l'aéroport à la ville-centre, à certaines heures de la journée, c'est un gain de temps extraordinaire. Mais également la clientèle de tourisme, que ce soit pour aller sur les lieux de villégiature ou pour visiter les châteaux du Bordelais. On proposera d'ailleurs à quelques châteaux des formules d'adaptation avec un vertiport un peu simplifié, parce qu'ils n'auront pas besoin de tout l'équipement, on va dire, d'un site qui a une forte fréquentation. Mais également, c'est un moyen aussi de désenclaver les territoires. On sait qu'on a dans la région de Nouvelle-Aquitaine une partie du territoire qui n'est pas forcément très facile d'accès. Par les moyens usuels, on n'a pas forcément les autoroutes ou les trains à disposition. Alors, ce n'est pas encore, alors peut-être que passé 2030, sans pilote, les prix viendront à descendre, mais ce n'est pas pour remplacer le tram, ce n'est pas pour remplacer le train. C'est un moyen complémentaire, décarboné. Donc ça, c'est très important de le souligner. C'est un transport qui est totalement décarboné par rapport à une bonne partie des transports existants, qui va plus vite et qui a un côté plus fun, enfin si je peux m'exprimer, si je peux utiliser cette expression, parce qu'effectivement, on étant en hauteur, étant dans une région assez belle à voir, effectivement, c'est plus agréable d'être à 100 mètres de haut que dans un bouchon sur la rocade, par exemple. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans que vous avez commencé ce projet? 4. 4 ans. Vous êtes à une période importante, puisque vous faites une levée de fonds. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette levée de fonds? Cette levée de fonds, elle s'adresse à 3 cibles de partenaires financiers, des business angels, des fonds d'investissement et également des partenaires industriels qui sont dans ce secteur d'activité. Donc on a commencé les premières discussions avec les 2 premières parties que j'ai citées, et notre objectif étant de boucler cette levée de fonds pour le printemps, pour pouvoir investir, on va dire, sur des sites qu'on a déjà référencés, puisque là on va être en phase de constitution de dossiers d'autorisation administrative, que ce soit déjà assez permis de construire, en vue effectivement de pouvoir commencer l'exploitation des premiers sites en 2024. Nous sommes un peu en avance sur notre plan de charge, comme je l'expliquais tout à l'heure, et donc nous sommes prêts à passer à l'action avec, on le sent, un fort accompagnement aussi bien administratif, des élus de la région, des grands utilisateurs de ce nouveau moyen de déplacement. Et donc cette révolution va naître en Gironde pour ensuite se développer à l'échelle nationale en France. Les élus, comment ils acceptent et ils appréhendent ce projet? Écoutez, alors il y a 4 ans, je ne vous cache pas, quand je parlais d'Arnova, on me regardait plutôt qu'un sourire en coin, et en faisant référence à ce que vous disiez au tout début de l'intervention, Jean-Claude, le 5e élément. Maintenant, le regard a totalement changé. Alors, ça n'est absolument pas lié à Arnova ni à moi-même, c'est tout simplement que la technologie a fait un bond spectaculaire en matière de drones. Vous le savez sans doute, au JO 2024, puisqu'on a été sollicité en région parisienne pour installer un vertiport Arnova, et j'y suis encore cette semaine en région parisienne. Une partie des athlètes vont être transportés de Roissy au village olympique, et donc on va avoir un démonstrateur échelle réelle. On pourra voir, le monde entier pourra voir effectivement le transport de personnes, donc c'est quelque chose qui a beaucoup avancé. Donc les élus, comme tout un chacun, effectivement, écoutent effectivement ces éléments. Le deuxième paramètre, c'est que toutes les grandes métropoles aujourd'hui arrivent à saturation de moyens de transport. Donc il y a une attente
effectivement trouver de nouveaux modèles. Vous avez parlé tout à l'heure du téléphérique. Le projet est tout près de nos bureaux, là sur la rive droite. Je pense que le transport par drone est un autre moyen complémentaire, et notamment en logistique. La logistique étant un bon moyen en secteur urbain de réduire les camions et camionnettes effectivement qui se rendent en centre-ville. Laurent Martiolon, c'est déjà fini. C'est passé vite. Absolument. Donc je vous remercie de nous avoir accueillis dans vos bureaux ici à Bordeaux. Avant de prendre congé de vous, je souhaitais faire un salut particulier à une personne qui nous a quittés le 15 décembre dernier, à Andernos. Pour cette émission, j'avais imaginé être accompagné par Bernard Chabert, qui, j'en suis sûr, aurait posé des questions nettement plus pertinentes que les miennes. Bernard Chabert avait 78 ans, c'était un passionné d'aviation, un pilote, un journaliste, collectionneur, homme de télé, auteur et aussi chanteur. Bon vol, monsieur Chabert.